vraiment modérer ses propos. C'est bien et pas bien. Alors, tu vas me dire, ouais, mais toi, tu as la double casquette. Euh, et c'est ce que les gens peuvent me répondre, et je dirais oui. Euh, mais j'ai cette double casquette, ça s'est pas venu en 6 mois ou en un an. Et malgré, enfin, je sais pas si j'ai 31 ans, euh, bah, ça fait, on va dire, on va dire cette double casquette, on va dire, ça fait quasi 10 ans, tu vois, que je l'ai et c'est pas venu du jour au lendemain. Et j'ai fait des erreurs, j'ai appris aussi, bah, j'ai eu des résultats aussi. Et du coup, c'est aussi ça que je tiens à modérer, c'est que c'est très bien qu'il y ait justement eu cette ouverture entre kiné et préparation physique. Mais par contre, là, c'est en train de switcher. Et sur les réseaux, on est en train de voir apparaître des préparateurs physiques qui veulent devenir kinés, des kinés qui veulent être préparateurs physiques. Et le problème, c'est que en fait, bah, les prépas qui veulent être kinés, bah, ils ont découvert des trucs il y a 6 mois ou un an ou même 2 ans. Et les kinés qui ont découvert la préparation physique, c'est pareil, tu vois. Et c'est ça le danger. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Frédéric Cosse, physio, préparateur physique et formateur. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Fred. Sa vision de la kinésithérapie et de la préparation physique, sa discipline sur la création de contenu avec Instagram et Telegram notamment, les concepts intéressants qu'on peut développer dans le coaching, ses hacks de productivité et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Fred. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui, là j'ai la chance d'être avec Fred Cosse. Salut Fred. Salut Andy, en tout cas, merci pour ton invitation. Ça fait un petit moment, comme je l'expliquerai sans doute, que je te suis. Donc, merci à toi et je suis très content de te rencontrer. De même, plaisir partagé. Ce que je te disais du coup en off, c'est que j'ai l'impression que tu es multicasquette, un entrepreneur, kinésithérapie, préparation physique, tu fais de la formation, séminaire. Donc, je pense que ce moment de partage, ça va être hyper inspirant. Est-ce que juste avant de rentrer un petit peu dans ta tête et ton parcours, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, c'est Fred. Je suis diplômé depuis 2015 en kinésithérapie de l'école de Strasbourg. Alors, je suis originaire du Sud, à côté de Toulouse. Je suis monté à Strasbourg parce que tout simplement, j'étais en sport-études judo. Et puis après, j'ai continué. Et puis, j'ai rencontré ma compagne Mélanie. Puis, on a une petite Elena de 8 mois. Donc c'est super cool. Et du coup, actuellement, j'ai ouvert mon cabinet. Ça doit dater de 2018. J'ai commencé tout seul. Puis maintenant, on est 7. Je me suis associé avec mon collègue Ulrich, où là, on a acheté des locaux. Et puis, depuis, tout va très bien. Et en parallèle, j'ai créé ma SAS où dessus, je délivre en gros toute la partie déconventionnée en kinésithérapie, les suivis coaching et l'ensemble de mes formations. Et après, là, la question, c'est à savoir si je deviens organisme de formation pour l'aspect, on va dire, Calliope, donc c'est les prises en charge ou pas, parce que bah, le e-learning est très très peu pris en charge maintenant depuis le 1er janvier 2023. Donc, Mhm. est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser le cul avec l'énorme
démarche administrative ou pas. Donc Ouais. c'est la question. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai engagé Mélanie, ma compagne, pour m'aider parce que l'administratif, ça devient juste infernal. Donc voilà. Yes, ok. Et du coup, tu fais partie de, voilà, du judo. C'était qui le Fred petit? Tu as toujours été sportif? Tu as toujours baigné dans le sport et dans le judo? Comment ça s'est fait? Ouais, ouais. En fait, j'ai toujours été. Il y en a qui disent hyperactif. J'aime pas trop ce terme, mais ouais, j'ai toujours beaucoup bougé. Ok, Je bouge toujours beaucoup. Mais j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des parents qui. En fait, on a une très grande propriété. On avait 26 hectares autour de chez mes parents, ok, euh, qu'on a toujours. Mais enfin, il y a une partie qui est en agricole, mais du coup, bah, il fallait aider à entretenir. J'avais une énorme grange où j'avais une sorte de home gym aussi depuis tout petit. Euh, et du coup, en fait, mes parents, ils m'ont toujours laissé énormément bouger. De toute façon, j'étais infernal si je bougeais pas. Donc, ma mère, c'était pas négociable. Si je bougeais pas, j'étais infernal. Donc, il fallait que je bouge. Et puis, j'ai commencé le judo tout petit, à 5 ans de mémoire. Et ok. puis, on va dire de manière, moi, je m'entraînais quasi tous les jours depuis tout petit parce qu'en fait, le dojo, à l'école primaire où j'étais, bah, le sous-sol, c'était tout le dojo. Donc, bah, j'avais juste à descendre et j'étais au dojo, donc c'était facile. Et puis, je crois que depuis que j'ai 10 ans, je m'entraîne tous les jours. Encore Voilà. aujourd'hui? Tu as gardé Oui, le judo, tu veux dire? ouais, judo? Non, moins, parce que en fait, déjà, j'ai beaucoup moins de temps. En fait, c'est pas que j'ai moins de temps. Si, j'ai moins de temps, mais c'est surtout que les horaires d'entraînement du judo, il faut des partenaires hein, pour pouvoir combattre. C'est difficilement compatible avec mon emploi du temps actuel. Ouais. Donc, je m'entraîne tous les jours, mais pas en judo. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je suis quelqu'un je me suis énormément blessé au judo. Donc, je suis un petit peu usé, on va dire. Ouais. Et tu vois, la semaine dernière, j'ai donné une semaine de séminaire à Nice. J'ai voulu aller faire judo parce que ça m'a tenté. Il y avait un entraînement de masse, donc j'ai fait JJB à côté, jiu-jitsu brésilien. Puis après, il y avait l'entraînement de masse de judo. J'ai voulu faire quelques combats, ça allait bien. Puis les 5 dernières minutes, il y a un gars qui venait du sambo et il combattait pas très bien. Il m'a enroulé le poignet et là, j'ai le poignet flingué. Je sais que j'en ai pour quelques semaines, donc je suis assez fragile à ce niveau-là, donc c'est assez chiant. Mais bon. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu retires de tout cet apprentissage du judo? Qu'est-ce que ça t'a appris et qui te sert aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, dans ton business? On va dire la rigueur de travail et en gros de pas avoir peur de charbonner, si on peut dire comme ça. Euh, En fait, l'expérience de haut niveau, ça a été quelque chose. Alors oui, il y en a plein. Parfois, tu vois, mon collègue, il me dit, parce que je suis quand même bien pété, il me dit, est-ce que ça vaut le coup? Bah, moi, je regrette absolument rien. Parce que c'est une des plus belles écoles de vie, on va dire, d'être d'homme que j'ai eu. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, parce que bah, à un moment donné, quand tu dois t'entraîner 2 fois par jour, que tu as l'entraînement à 8 heures le matin, tu dois aller en cours à 10 heures jusqu'à 17 heures, puis après de 17 à 19 ou 20 heures, tu dois t'entraîner, parfois à 21h30, tu dois manger, tu dois faire tes devoirs, ben, en fait, tes journées, c'est vite 6h30, 23 heures, voire minuit. Et je me souviens en seconde, je suis rentré avant de venir à Strasbourg, j'étais en sport-études sur Toulouse, mais c'était à 45 kilomètres de chez mes parents. L'internat, j'ai pas voulu y aller. Enfin, j'ai commencé, mais ça m'a pas plu. Du coup, je prenais le train et je me levais à 5 heures du matin pour aller bah, tout simplement faire comme les autres, m'entraîner dès le début. Et donc, j'arrivais le soir à 22 heures, il fallait faire les devoirs. Donc, en gros, j'avais 5 heures je dormais ouais, de minuit à 5 heures, on va dire, et ça tout.
toute l'année. Donc, Ok. bah, Ouais, à un un moment, rythme soutenu, quoi. oui. Et donc, en fait, il y en a plein qui disent que j'ai un gros rythme. Oui, j'ai un gros rythme, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Ça fait, depuis l'âge de 15 ans, en fait, ça fait 15 ans ou 16 ans que j'ai ce rythme-là. Donc, c'est pas nouveau pour moi, on va dire. Ok. Et Donc, c'est surtout ça que ça m'a appris. tu étais à la porte, quoi, tu as fait à la porte du haut niveau, t'as réussi à. Bah, du coup, j'étais Pôle Espoir, puis après Pôle France à Strasbourg. Donc, le Pôle France, c'est jusqu'à 18-19 ans. Et après, il faut faire le choix si on va à Paris ou pas, donc sur l'INSEP ou pas. Ok. Moi, j'étais première division senior. Donc, oui, on va dire que j'étais à la porte du très haut niveau. J'étais dans le haut niveau, mais pas dans le très haut niveau. Le très haut niveau, pour moi, c'est l'international. J'ai fait quelques compétitions internationales, mais ça n'a pas débouché vers plus. Et de toute façon, après, j'ai fait le choix de partir en médecine, donc c'était compliqué. Ok. Et du coup, cette transition vers la médecine, c'était même chose, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou c'est venu comment? Euh, non, pendant très longtemps, je voulais être professeur de PS, Mhm. mais j'ai vite compris que ça m'irait pas parce que les mentalités, enfin, les nouvelles mentalités, j'ai un peu du mal. Du coup, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a un métier où je vais pouvoir être dans le sport? Après, moi, je me suis beaucoup blessé, donc je me suis aussi énormément renseigné en parallèle parce que ça me correspondait pas trop ce qu'on me proposait. Il y a ça, et puis le métier de kiné m'ouvrait aussi la voie, entre guillemets, vers la préparation physique. Donc, j'avais cette double casquette. Et du coup, bah, je suis parti en médecine. J'ai pas profité de mon statut de haut niveau, c'est-à-dire que j'ai fait comme tout le monde. Mais par contre, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, on était deux. Il y avait qu'une place pour le statut de haut niveau. On était deux. Et en gros, dans le judo, c'est simple, à Strasbourg, on est 80 sur le tapis qui Ouais. ont le statut de haut niveau. Donc, le ministère, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y avait 80 personnes, il ne nous met pas en liste élite, il nous met en liste jeune. Et il y avait une tireuse avec moi qui a demandé le statut de haut niveau aussi pour entrer en fac de médecine à la même année que moi, sauf que les tireurs, ben, ils sont 6. Et du coup, eux, ils sont sur la liste France et c'est elle qui a Oui. eu le statut. Après, enfin, entre guillemets, je m'en fous. Sur le coup, j'étais un peu déçu, mais au final, la médecine nous apprend à travailler de manière très condensée, on va dire, même si c'est pas la bonne manière. Ça nous apprend des méthodologies de travail qui m'ont servi depuis. Donc l'un dans l'autre, avec le recul, pourquoi pas, quoi. Ok. Et, euh, et du coup, une fois ton diplôme de kinésithérapie en poche, c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques remplacements comme tous les kinés, mais c'est surtout que, on va dire que j'ai dépensé l'équivalent à peu près de, si je dois comptabiliser, je dois être à 70, entre 50 et 70 000 euros de formation, Mhm. où j'ai voyagé à droite, à gauche, en Europe, j'ai fait le système canadien aussi en thérapie manuelle, j'ai fait quelques séminaires aux États-Unis. Donc, Qu'est-ce qui fait que tu as beaucoup voyagé? Que tu as voulu justement voir un bah, petit peu ce qui se passait j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Europe de l'Ouest avec le judo. J'ai voyagé en Europe de l'Ouest à nouveau avec les formations, un petit peu également outre-Atlantique. Et oui, oui. Et puis là, depuis que je donne des formations, je voyage régulièrement dans toute la France, à La Réunion, en Suisse, en Belgique. Donc, ça, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que le fait de faire des formations à l'étranger, de te former un petit peu partout, qu'est-ce que ça t'a justement permis d'avoir et de faire? En fait, il faut juste recontextualiser. C'est que en fait, j'ai commencé très tôt à me former parce que j'avais fait, je me souviens, une formation, ça je l'avais déjà dit dans le podcast, de Jérémy Lewis. Il avait fait, c'est un spécialiste de l'épaule.
Et moi, je m'étais pété l'épaule à gauche au judo à l'âge de plus 18 ans, je crois, 19 ans. Et du coup, j'étais allé chez un kiné, ça me plaisait pas, il mettait des électrodes et il partait. Enfin voilà. Du coup, je m'étais renseigné. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quoi? C'était 2010. On se rend pas compte, hein, mais c'est loin et pas loin. Mais il y avait rien à l'époque sur Internet, en France, hein, du moins en langue française. Tu vois, on pourra parler des réseaux aujourd'hui. Je pense que la France a récupéré. Elle n'est pas encore au niveau international, mais on va dire anglo-saxon, mais c'est plus comme même en 2005, 2010 où on avait 10-15 ans de retard. On n'est plus comme ça à l'heure actuelle, et heureusement. Mais en 2010, il faut se rendre compte que ben, il y avait strictement rien. Et du coup, ben, en cherchant à droite, à gauche, bah, c'est ça qui m'a emmené à m'exporter un petit peu à l'international parce que bah, ce qui se faisait en langue française, c'était pas très très bon, on va dire. Mhm. Et, euh, et ce que je retrouvais à l'étranger, enfin, c'était beaucoup plus logique avec les connaissances que j'avais à l'époque. Et je pense que j'étais dans le bon par rapport à ce que je sais aujourd'hui pour pouvoir apprendre et mieux me soigner aussi. Ok. Donc c'est ça. Et ben, d'ailleurs, à l'époque, je crois que toi, tu avais EWE. Ouais. Je ne sais Mhm. pas si tu l'as toujours. Ouais, si, ouais, ouais, si, 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 Tu si. avais aussi, je crois qu'il y avait t'avais une box de CrossFit à Dijon. Ouais, Je sais plus le nom. C'était quoi? c'est CrossFit Black Hole. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, toi, pareil, il y avait pas mal de trucs tu regardais sur l'étranger. Donc, moi, je me souviens à l'époque, j'avais regardé aussi. Et puis, en fait, ça faisait des connexions. Et ces connexions-là t'amenaient vers autre chose. Et finalement, tu arrivais à trouver des choses sympas. Euh, bah, pour un petit Français à l'époque, c'était bien, tu vois. Et du coup, ces formations, tu les as faites après ton école de kinésithérapie ou c'était pendant, ou c'était après? Comment? Bah, j'ai fait pendant. En fait, j'ai fait Jeremy Lewis. Et je me souviens, j'avais fait SFMA à l'époque. Mhm. Pendant ma formation en kinésithérapie. Ouais, Puis ok. après, j'ai très vite, dès 2015, j'ai commencé le système canadien en thérapie manuelle et en parallèle, mes formations privées en préparation physique euh, dès 2015. Ok, ok, ok. Et il n'y a pas eu des conflits en termes de ce que toi tu apprenais en France par rapport à ce que tu pouvais apprendre Euh, C'était très, très, très compliqué parce que, bon, je le cache pas, hein, j'allais jamais en cours. Euh, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais j'allais jamais en cours, mais par contre, j'étais major de promo. Mhm. Euh, j'ai toujours eu la chance En fait, j'ai une très, très grosse mémoire et je savais très bien que pour valider les examens, je savais très, très bien cibler à peu près ce que les profs voulaient. Donc, je retenais au moment et puis je recrachais ce que j'avais besoin pour les examens. Et puis après, quand tu es dans cette optique-là, tu retiens rien, pas rien, mais ça switch très vite dans ton cerveau et puis après, tu peux revenir vite à tes affaires, quoi. À ta ouais, à ta philosophie, à Oui, ta ouais, façon voilà, c'est ça. de voir les choses, quoi. Ok, ok, ok. Et quand est-ce que tu commences justement à développer là, tu es sur Strasbourg à ce moment-là? Oui. Tu commences à avoir ton propre cabinet ou comment ça se passe? Alors, mon cabinet, je l'ai ouvert en 2018, mais de 2015 à 2018, j'étais collaborateur dans un cabinet classique, on va dire. Ok. Mais je m'entraînais toujours encore énormément en judo. Et en parallèle, en gros, j'ai eu la chance. En fait, je suis devenu un entraîneur universitaire sur la. En fait, après le pôle France judo, soit tu vas à Paris, mais si tu veux rester à Strasbourg, tu peux continuer sur la section universitaire. Ok. En gros, c'est la continuité. Et du coup, j'ai été entraîneur universitaire avec une autre personne en parallèle, avec Franck Schaff qui s'appelle. Euh, et où on a d'ailleurs, on a fait
double champion de France en battant Paris. Ça faisait 20 ans que c'était pas arrivé. Donc c'était très cool pour moi parce qu'en fait j'avais carte blanche à la fois sur le judo, à la fois sur. En fait, je faisais tout, le judo, la préparation physique et le suivi, on va dire, médical. Parce que Ok. Franck, lui, il avait, à l'époque, c'était très compliqué, il était en parallèle chef d'établissement. Du coup, il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là de son côté. Donc, j'étais énormément, en fait, présent sur ça. Donc, j'ai pu tester énormément de choses sur les judokas. Et, euh, et du coup, ça m'a fait un énorme gain de temps, à la fois de savoir et de pratique. Ok. Donc ça, c'était ma période de 2015 à 2018. Et en parallèle, j'ai même commencé, et là je l'ai toujours à l'heure actuelle, le club de natation synchronisé, où, euh, où ça va très très bien. Et là, encore hier, elles ont fait vice-championne de France. Et pareil, je suis en team avec Sabrina Boudjadja. Et là, actuellement, depuis le début, Sabrina elle me fait entièrement confiance et j'ai vraiment carte blanche. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus apporté, c'est que comme j'avais carte blanche, j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Et je regrette pas puisque ça a plutôt très très bien fonctionné. Donc, ça me permet de voir que euh, ce que j'ai appris et on va dire on va dire mon système fonctionne plutôt bien, quoi. Et est-ce que ta façon de voir les choses, du coup, en France, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, que ce soit dans, je pense, dans la kinésithérapie, dans l'entraînement, dans la nutrition, il y a plein de choses à dépoussiérer. Mhm. Quand tu es arrivé, toi, avec une vision, on va dire, à 360, tu t'es pas confronté à des murs ou à se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui ou des choses comme ça, non? Bah, comme dit, j'ai toujours eu en fait carte blanche. Donc, dans mon microcosme à moi, j'ai jamais eu aucun Ouais. souci. Ok. Et puis, il faut savoir que, en fait, mon entraîneur, alors, c'est différent. Professeur, c'est en club. Entraîneur, c'était sur la structure d'entraînement. Mon entraîneur, Yacine Douma, en fait, je m'en- on, je- enfin, je- on est proches, on va dire. Et il se trouve que son frère s'est expatrié à Los Angeles. Mhm. En- ça doit faire 20 ans je crois qu'il est à Los Angeles justement en coaching. Il fait des coachings haut de gamme sur Los Angeles. De toute façon, à Los Angeles, tu fais pas de coaching haut de gamme, tu vis pas. Euh, et du coup, il avait déjà aussi cette ouverture avec son frère. Donc, en fait, ça déroutait pas du tout. Donc, ça, c'était vraiment cool. Là où je me prenais, en fait, au début, je me prenais la tête, mais j'évitais parce qu'autrement, ça tombe dans les oreilles de source et sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. C'était là, je ferme les yeux. Mais sinon, dans mon environnement autour de moi, ça s'est toujours super bien passé, quoi. Oui, et puis après, je veux dire, quel que soit le domaine de compétence, quand les résultats et quand il y a les résultats qui vont avec, la Oui, oui, méthodologie, on peut toujours critiquer quelque chose, mais une fois que devant le fait accompli, ça fonctionne, ça marche, etc., c'est difficile, tu vois, de critiquer une nouvelle philosophie ou une nouvelle façon de voir un petit peu les choses, quoi. oui, c'est ça. Après, j'ai, après c'est ça. C'est vraiment ça le point clé. C'est que quand tu as des titres de champion de France ou des podiums aux France chaque année, bah, tu peux difficilement dire que ça fonctionne pas, quoi. Donc, une année, ça peut être de la chance, mais 4, 5, 6 ans, c'est plus de la chance au bout d'un moment. Ce que je rencontre aussi là, et c'est assez cool depuis certaines années, où je me souviens au début, moi, 20 ans en arrière, dans le fitness, il y avait vraiment une fracture avec les kinésithérapeutes d'un côté, les éducateurs sportifs à l'époque, les coachs ou autres. Là, j'ai l'impression qu'il y a certains professionnels qui comprennent qu'il faut travailler ensemble. Quelle est ta vision des choses? Je sais que toi, bah, du coup, tu fais kinésithérapie, préparation physique. C'est quoi, toi, oui, ta vision par rapport à tout ça? Vision compliquée. Euh, c'est alors, je vais vraiment modérer ces propos. C'est bien et pas bien.
Alors, tu vas me dire, ouais, mais toi, tu as la double casquette. Euh, et c'est ce que les gens peuvent me répondre, et je dirais oui. Euh, mais j'ai cette double casquette, ça s'est pas venu en 6 mois ou en un an. Et malgré, enfin, je sais pas si j'ai 31 ans, euh, bah, ça fait, on va dire, on va dire cette double casquette, on va dire, ça fait quasi 10 ans, tu vois, que je l'ai et c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai fait des erreurs, j'ai appris aussi, euh, bah, j'ai eu des résultats aussi. Et du coup, c'est aussi ça que je tiens à modérer, c'est que c'est très bien qu'il y ait justement eu cette ouverture entre kiné et préparation physique. Mais par contre, là, c'est en train de switcher. Et sur les réseaux, on est en train de voir apparaître des préparateurs physiques qui veulent devenir kinés, des kinés qui veulent être préparateurs physiques. Et le problème, c'est que en fait, bah, les prépas qui veulent être kinés, bah, ils ont découvert des trucs il y a 6 mois ou un an ou même 2 ans. Et les kinés qui ont découvert la préparation physique, c'est pareil, tu vois. Et c'est ça le danger. Et tu vois, on voit de plus en plus de formations, de e-learning qui naissent avec des préparateurs physiques qui font de la pathologie. Déjà, bah, légalement, c'est interdit. Et, Ouais. mais même au-delà de ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être dangereux parce que bah, nous, moi j'ai des patients au quotidien. Déjà, une épaule, euh, une tendinopathie, une capsulite, etc. C'est variable d'une personne à l'autre, tout est différent et c'est jamais exponentiel, hein, la progression. C'est plutôt les montagnes russes. Et le problème avec ce genre de pratique, c'est que bah, moi, ça me fait, c'est bien pour moi, hein. Moi, je suis archi full, j'ai monté une équipe parce que j'ai trop de boulot, mais je me retrouve avec plein de personnes qui reviennent justement avec ce genre de formation, bah, parce que ça n'a pas donné les résultats escomptés, voire même parfois ça a aggravé. Et une fois qu'ils demandent des comptes justement aux personnes, on les envoie un peu bouler. Donc, je trouve pas ça super correct. Alors, l'ouverture, c'est bien, mais à mon sens, moi, ça me dérange pas dans le fond qu'un préparateur physique, tu vois, il regarde. Finalement, le kiné et la préparation physique, je le dis tout le temps, c'est le même métier. C'est juste le curseur qui varie en termes d'intensité, de volume, etc. Mais au global, si tu sais écouter la personne, si tu sais périodiser, tu fais 90% du travail. Donc, un bon préparateur physique peut, en soi, de manière basique, traiter quelqu'un. Là où ce qui me dérange le plus, c'est que euh, d'un point de vue légal, donc pour moi, je m'en fous, je suis en règle, mais euh, ça peut leur retomber dessus, surtout avec l'aspect procédurier à l'heure actuelle. Et deuxième chose, c'est que ben, on traite de la santé des gens et c'est pas anodin. On peut vraiment bousiller la vie d'une personne quand on est sur ce genre de choses. Et du coup, il faut le faire de manière bien encadrée et moi, je dirais le plus ouvert possible. C'est-à-dire, si on s'habilite à aller vers ce genre de contenu-là, c'est avoir une ouverture euh, vers de la remise en charge le plus ouvert possible et la spécificité, on la laisse aux professionnels de santé. Parce que justement, ben, j'ai eu des retours de personnes où bah, ça a été très très compliqué pendant plusieurs semaines. Donc c'est pas anodin et ça reste la santé des personnes. Mais dans le fond, c'est quand même quelque chose de bien qu'il y ait eu cette ouverture. Et l'autre chose que j'aimerais juste apporter, c'est euh, ouvrir, oui, faire des formations, oui, c'est très bien, mais il faut de l'expérience aussi. Mm. Et si tu, si tu fais des choses
on te dit, ouais, mais parfois en 6 mois, j'abats beaucoup de travail pour sortir cette formation. Oui, mais en 6 mois, tu n'as pas l'expérience, malgré que tu as abattu beaucoup de travail, tu n'as pas eu un pool de patients suffisant pour faire tes essais, faire tes erreurs et apprendre de ces essais et de ces erreurs. Et c'est pas possible. Tu peux bosser 10 heures par jour pendant 6 mois, tu n'auras jamais euh, un, un point de vue Un large. recul, ouais, un Euh, recul c'est ça. nécessaire. Ouais. Euh, c'est ça. Donc, moi, tu vois, par exemple, ça fait 8 ans que je vois des patients et du coup, bah, ça commence à avoir, euh, en termes de clinique, si on parle d'expérience clinique, ça commence à avoir du sens, tu vois. Ouais, moi, je voyais plus ça comme une synergie entre les deux types de professionnels, trouver justement cet équilibre où je pense qu'à l'avenir, je verrai vraiment ces pôles santé où il y a vraiment les professionnels qui sont experts dans leur domaine et du coup, tu Ah peux oui, bah, ouais, travailler en bah, synergie, quoi. bah, justement, ça, c'est super bien. Il faut juste que si on travaille, par exemple, un kiné bosse avec un préparateur physique, il faut juste déterminer les champs d'action de chacun des deux. Et une fois que les champs d'action de chacun des deux sont coordonnés, bah, c'est nickel et ça avance bien. Pourquoi moi j'ai fait de la préparation physique? Euh, En fait, à la base, c'était pour m'améliorer en tant que judoka. Puis parce que je me blessais beaucoup et puis après parce que j'avais des manques dans mon métier de kiné. Et il faut pas se leurrer, hein. La kinésithérapie, dans les 10-15 prochaines années, c'est pas la technologie qui va améliorer, à moins que, ils aient trouvé un truc comme dans les films qui soigne plus vite. Mais dans les 10-15 prochaines années, c'est savoir maîtriser l'environnement, savoir maîtriser la périodisation. Parce qu'il n'y a aucun kiné qui sait faire ça. Et je ne sais pas si tu connais, j'ai fait intervenir Loïs Robin Monaco Oui. euh, à mon séminaire et Nicolas Wendel de Agile Training. Mhm. Donc Loïs, il a fait sur la périodisation de la force et Nico sur la périodisation de l'endurance. Mais c'était monstrueux. C'était monstrueux. On est tous restés bouche bée. Pourtant, j'ai quand même pas mal de connaissances là-dedans, mais c'était ultra pointu et franchement, euh, bah, l'idée, c'est que si tu arrives à maîtriser ça en kiné et en préparation physique, parce que je pense que tous les préparateurs physiques, Loïs, il est monstrueux, euh, bah, tu ferais en gros la gestion des douleurs et des blessures, elle se diminuerait grandement, certainement. Comment tu vois justement le, le- le- le marché de la kinésithérapie aujourd'hui et pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient du coup se lancer sur ce marché-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Euh, Compliqué. On me pose souvent cette question et tu vois, euh, justement au séminaire, là, j'ai donné 2-3 heures dessus où on a fait que des échanges. J'aime bien faire ça, ça nous vient du judo. Au judo, on a des mondos qu'on appelle, c'est des rassemblements où on discute de plein de choses autour de l'entraînement, etc. Et je fais pareil sur mes séminaires et ça ouvre énormément de questions et ça alimente des réflexions aussi. Et du coup, la kiné, c'est compliqué ces prochaines années, je pense. Je- L'aspect sécurité sociale, ça, c'est très compliqué. Je pense que ça va plus ou moins stagner, voire se dérembourser petit à petit. Vu ce qu'il devait y avoir des augmentations tarifaires, il y a rien. Il faut savoir que, je sais pas, si tes internautes qui te suivent, c'est 16,13 € une séance de kiné en moyenne, Mhm. brut, hein. Donc après, ils font le lever l'URSSAF, la Carpinco, et en gros, il te reste 4 € à peu près. Euh, Ouais, 4, d'accord. 5 euros, c'est pas grand-chose. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se dessiner? Ben, on ne sait pas trop. Soit s'il y a une réelle augmentation, mais il y a peu de chance, euh, il y aura un petit espoir que les kinés travaillent un peu mieux. Soit il va y avoir une kiné non plus à deux, mais à trois vitesses. C'est-à-dire, le plus haut niveau, ça sera uniquement du déconventionné et ceux qui pourront se le payer, Mhm. bah, un peu le modèle US. Et peut-être Ça que fonctionne comme ça aux États-Unis?
Ouais, sauf qu'il y a les assurances privées. Là, à l'heure actuelle, la partie des conventionnés n'est pas prise en charge en France, donc c'est les patients qui payent entièrement de leur poche. Oui, c'est Euh, comme si tu payais un personal trainer, quoi, en soi, ouais, mais. Mm, exactement. C'est du personal training version santé. mm, Et donc, il y aura ce plus haut niveau-là. Après, il va y avoir les cabinets plus ou moins rigoureux. Nous, par exemple, à l'heure actuelle, au cabinet, on a 1 heure le bilan et les séances de 30 minutes. Ça veut dire, bon, on est 30 minutes en présentiel avec la personne, mais elle peut rester plus longtemps s'il y a du contenu d'exercice à faire en plus, etc. Ou ce qui est, on va dire, le luxe. Et du coup, on demande un hors nomenclature, c'est-à-dire un dépassement, parce que à 16,13 €, tu peux pas. non, mais c'est ça, c'est là où oui, il faut aussi comprendre à la fin combien tu as. Je veux dire, tu sais, il y a souvent, on se dit, ah ouais, mais on me met dans une salle où le kiné, il prend 6 personnes en même temps. Il faut aussi voir la donnée économique, quoi. À un moment C'est donné, ça. ouais. Ou les cabinets usines, comme tu l'as dit, qui vont faire de la merde, mais pour assurer un revenu plus élevé. Euh, donc, ça se dessine comme ça. Et l'autre option, moi, que je propose dans mes séminaires, et c'est pour ça aussi que les gens y viennent, c'est que euh, moi, je leur dis, OK, bah, tâchez de travailler correctement, faites des bilans, prenez du temps avec vos patients, mais par contre, vous travaillez par exemple que 3 ou 4 jours, 4 jours dans la semaine au début, et vous réservez une journée pour travailler en déconventionné. Mhm. Une sorte de Alors, mode hybride, quoi. ouais, c'est ça. Moi, à l'heure actuelle, je suis comme ça. Je pourrais largement vivre, je vais pas cacher les chiffres au séminaire, je pourrais largement vivre juste avec ma SAS en le cabinet. Mais à l'heure actuelle, le cabinet me coûte 8 000 € par mois, donc il me faut un peu de sous quand même. Et en plus, il y a eu une explosion des charges. Le Covid et l'Ukraine à bon, à bon dos. Euh, Mhm. mais du coup, c'est en partie pour ça. Alors donc oui, je pourrais mettre quelqu'un qui me remplace, mais j'aime quand même mon métier aussi et j'arrive pas encore à passer le cap mentalement, on va dire aussi. C'est surtout ça. Mais en soi, ce que je leur explique, c'est que il y a c'est déjà trop tard pour, être, par exemple, comme moi ou, Simon et Thomas de Training Therapy, par exemple. Parce que, par exemple, moi, je travaille uniquement le vendredi matin et de temps en temps le week-end, on va dire, sur ma société. Pas je parle pas du temps que je délivre les formations, hein, juste sur ma boîte. Donc on va dire, c'est 20 de mon temps de la semaine, d'accord? Mhm. Et beh, ce 20 de temps de ma semaine me rapporte quasiment entre 3 et 4 fois plus que mon salaire, mon CA annuel, au cabinet, tu vois? Alors Mhm. tu vas me dire: «Ouais, pourquoi tu bosses pas plus sur la société du coup?» Mais c'est juste qu'après c'est, heu, l'aspect, ça c'est mon problème à moi au niveau, faire le switch qui est compliqué dans ma tête. Mais C'est un équilibre. Enfin, moi qui suis dans le même modèle que toi, alors pas sur la kinésithérapie, mais du coup plus dans le personal training, coaching ou autre, c'est exactement ça. Bon, de toute façon, quand on a un business en dur avec un loyer, avec une équipe, etc., forcément, les coûts de structure sont beaucoup plus importants. C'est clair que la formation, le consulting, des choses comme ça, il y a peu de charges, donc c'est hyper intéressant. Après, même chose, je pense que ce que tu fais, toi, dans ton cabinet ou autre, c'est aussi une force par rapport à ta deuxième boîte et vice-versa. oui, Euh, bien sûr. Moi, quand je Après discute avec. Ouais. après tu vois, en 2024, il y a moyen que je fasse ça 3 jours. 3 jours, 2 jours, ça serait déjà pas trop mal, tu vois? Voilà. C'est Mhm. compliqué de faire moins de 3 jours en physique parce que, par exemple, les croisés, heu, bah, il faut quand même que je les voie donc si je peux les voir 3 fois par semaine, c'est bien parce que ça permet d'avancer et cetera donc oui, ils vont en salle de muscu en parallèle et cetera mais il faut quand même, les guider correctement donc en dessous de 3 jours, genre 2 jours, c'est compliqué. 3 jours, je pense ça sera déjà bien pour 2024 donc je verrai bien. Mais du coup, oui, ce que j'explique à mon séminaire là, c'est que c'est un peu trop tard déjà, pour se lancer, on va dire,
avec une vision 100% déconventionnée. Par contre, ce que je leur dis, c'est que c'est c'est ouvert pour tout le monde d'avoir des revenus complémentaires. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et tu vois, là, j'ai engagé Louis et Thomas pour m'aider pour les suivis. Euh, Où en gros, moi, je leur prends un pourcentage, c'est-à-dire je leur trouve les clients et eux, je leur prends un pourcentage et eux, ils font les suivis tout simplement derrière et puis ils m'envoient une facture. Bah, je pense, alors Thomas, c'est un peu compliqué parce qu'il est beaucoup en déplacement, mais Louis, je pense qu'il doit être déjà à pas loin de 1 000 euros, tu vois. Donc, en quelques semaines, donc c'est pas négligeable, tu vois. Donc, Exactement. c'est, Et pourquoi tu dis que 100% des conventionnés, c'est compliqué? Il y en a beaucoup aujourd'hui sur le non, marché? Non? mais je pense que du coup, il y a Trading Therapy, il y a moi avec Praxio Consulting. Il doit y en avoir deux, trois autres. Il y a deux, trois prépas aussi qui drainent beaucoup. Et ça commence à faire, hein. Ok. Une, une fois sur les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus dur de trouver, on va dire, de se faire connaître parce qu'on est noyé dans la masse. Donc, c'est pour ça que c'est presque un peu trop tard pour vivre à 5% déconventionné. Mais par contre, c'est pas trop tard pour avoir de bons revenus complémentaires. C'est ça la différence. Ok. Excellent. Et du coup, je rebondis sur les médias sociaux parce que tu es très actif sur les médias. C'est venu comment ça? Bah, on m'a posé la question au séminaire justement comment c'est apparu. Je t'avoue que je sais plus trop. Je crois qu'au début, je partageais quelques petits trucs de mes entraînements. Et, euh, et puis après, je m'étais blessé. J'ai présenté, je crois, ce que je faisais en rééducation. Puis j'ai vu que les likes ils montaient. Et puis c'est parti comme ça. Et après, où j'ai fait un boom, alors tout le monde l'a mal vécu, moi je l'ai plutôt très bien vécu, c'est le confinement. Mhm. Euh, le confinement où j'ai finalement, en y repensant, je ne le cache pas, j'ai plutôt très bien gagné ma vie. Parce qu'en plus, j'avais oublié une assurance de mon ancien local et ils m'ont versé des sous. C'était plutôt cool. Je vois mon compte. Du coup, je croyais que c'était une blague. Je les ai appelés. Non, non. Ça faisait partie. Il n'y avait pas à l'époque, personne n'avait le Covid. Donc, bah, c'était pas dans les contrats, dans les micro-lignes où ils excluent le Covid. Donc, on a eu tous des sous, ceux qui étaient sur cette assurance-là. Donc, c'était plutôt cool. Et en parallèle, du coup, j'ai pu énormément développer ma SAS Ouais, et ok. les réseaux. Et du coup, bah, c'était plutôt bien. C'est là où ça a vraiment explosé. Je suis passé, je crois, de mémoire, avant le confinement, je devais être autour de 2000 et j'ai vite monté à 7 000 8 000 followers. Et puis après, ça continue de croître depuis, quoi. Ouais, aujourd'hui, je crois que tu as plus de 16 000, un truc comme Oui, ça. Ouais. c'est ça. Et c'est quoi ton rythme de publication? Comment tu fais pour justement, tu te dis tous les lundis Alors, matins, je crée mes publications de la semaine. Comment tu t'y prends? non, je fais au jour le jour, c'est très chronophage. J'essaie de publier tous les jours. C'est compliqué un peu depuis que j'ai Elena, je t'avoue. Autant avant Elena, j'étais hyper rigoureux, mais depuis que j'ai Elena, il y a quelques fois où j'ai pas tout simplement eu le temps de publier, mais au global, je publie tous les jours. Euh, et il faudrait, alors tu vois, par exemple, Simon et Thomas, eux, je crois qu'ils prennent une semaine tous les trimestres pour préparer l'ensemble des contenus et programmer. Donc ça, entre guillemets, et je vais mettre un bémol, c'est l'idéal, parce qu'en termes de timing, ça te fait énormément gagner en temps. Le problème, c'est que déjà, il faut que tu arrives à... Moi, je trouve que tu perds en pertinence de contenu, parce que déjà, il faut avoir le bon sujet. Une semaine, ça peut être vite court, hein, quand tu commences à réfléchir. Parfois, euh, du coup, au bout d'un moment, ben, la qualité
sujet que tu vas mettre sur les réseaux sociaux va diminuer. Forcément, au bout d'une semaine, tu n'as plus d'idées, tu fais un truc à l'arrache. Enfin, un sujet à l'arrache, ça ne veut pas dire que le montage des vidéos va être à l'arrache, mais le contenu va être moins pertinent et tu vas ressasser du contenu qui est… il y a un truc que je déteste, c'est revoir du même contenu, tu vois. Mm. Et tu vas ressasser le même contenu. Donc, c'est aussi pour ça que je préfère au jour le jour. Et le fait d'avoir au jour le jour, on a une certaine spontanéité et certaines réflexions qui mûrissent avec ce qu'on rencontre dans la journée, ce que je vois avec des patients, etc. Ce qu'on peut regarder aussi sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu fais, par exemple, qu'une semaine tous les trimestres, bah, tu perds un chouï de l'actualité. Quand on parle d'actualité aujourd'hui, c'est plus une actualité à N-1, hein. C'est presque à J-1 hein, maintenant hein, avec les réseaux sociaux. Et du coup, tu perds cet effet de levier-là. Donc, c'est sûr que ça serait peut-être bien que je le fasse à la semaine, comme tu dis, parce que S-1, ça va avec les réseaux sociaux encore, mais j'ai tout simplement pas le temps. Et moi, pour l'instant, je me prends le temps. Ma compagne, elle le sait, elle sait que tous les soirs ou tous les matins, parfois j'essaie de le faire sur un creux de la journée, comme ça je profite quand même un peu plus de ma fille le soir, mais je prends à peu près 30 à 45 minutes pour faire une vidéo. Alors, c'est pas un gros montage, parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Et puis, je déteste ça. On peut pas tout savoir faire et moi j'aime bien quand même quand je sais pas faire, j'aime bien déléguer. Mais Mhm. pour déléguer, alors il y a mon beau-frère qui me fait tout ce qui est web design, etc., qui fait ça, mais il est au Canada. Il rentre Ok. à la fin d'année. Puis j'ai d'autres contacts, mais pareil, c'est un budget. Et à l'heure actuelle, je gagne correctement ma vie, mais j'ai pas le budget pour pouvoir payer un réel à l'heure actuelle ça dépend de la qualité, mais c'est entre 150 et 250 euros le réel. Oui, Donc, si ok. tu postes tous les jours, bah, tu fais fois 30 ou fois 31 et tu as vite un budget quand même conséquent. Mhm. Après, ceux qui ont le budget, bah, c'est sûr que ça fait beaucoup plus de vues en réel travaillé. Mais là où moi, je suis plutôt content et je touche du bois, c'est mon taux de conversion. Et le taux de conversion, pour moi, c'est le truc le plus important. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est ton nombre de followers et combien tu transformes en vues. Mhm. Ok. Bah, tu vois, moi, j'ai à peu près, je suis pas loin de 17 000 followers et j'ai mon taux de conversion. Si c'est vraiment la vidéo, elle n'a pas marché, je fais autour de entre 8 et 10 000 vues Ouais, de ok. mémoire. Et si c'est normal, je fais autour de 12 000, 13 000 vues. Si ça cartonne, je fais plus de 20 000 vues, tu vois. Donc, Ok. bah, moi, ça me va très, très bien. Ça veut dire que les gens qui me suivent bah, sont intéressés plus par mon contenu que par le visuel, on va dire, où je pourrais faire beaucoup mieux, mais j'ai pas forcément le temps ni les moyens de faire mieux. Et Après, tu après, n'es pas non plus un influenceur, toi. C'est ce qui est important, non, c'est c'est ça, comme tu dis, c'est ce c'est qu'il ça. y a à l'intérieur, c'est la valeur du contenu que Ouais, tu partages, quoi. exactement, c'est ça. Et en parallèle, et ça, je suis super content, et j'ai des retours hyper positifs très souvent, et ça me fait très plaisir, parce que ça me prend un peu de temps, c'est Telegram. Et j'ai ouvert en parallèle un canal Telegram public, euh, D'accord. où en gros, je reprends mes réels, mais je vais beaucoup plus loin. Ok. Ouais, c'est un prolongement de la discussion, quoi. C'est ça. Et du coup, les gens, ils sont hyper. Donc, mon Telegram, bon, je ne le cache pas, il est moche, hein, mais il n'y a pas des images, etc. Mais par contre, je fais énormément de contenu audio, de contenu écrit, où je détaille beaucoup plus amplement, où j'ouvre. Alors, je donne pas tout, bien sûr, parce que ça reste gratuit, mais celui qui a pris des notes depuis le début, il a quand même une sacrée formation. Et je donne des choses à réfléchir, parfois des études à aller voir. Enfin, j'ouvre vraiment les réflexions et j'ai des super retours dessus parce que quand je reçois les gens en formation, il y en a plein qui y sont.
Et en fait, ils apprécient énormément parce que ça ouvre les réflexions et ça fait grandir tout simplement les personnes. Et c'est plutôt pas mal parce que j'ai, je crois, quasiment 1400 personnes qui sont dessus. Donc, c'est plutôt très bien. Donc voilà, c'est un autre levier sur lequel je peux présenter des infos, mes nouvelles formations, etc. aussi. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, dans ce funnel-là, ta communauté, c'est quoi? C'est plus des professionnels de santé ou il y a aussi monsieur Et Hamid, de tout? sur Telegram, tu veux dire? Ouais, par rapport à De, ta ma- communauté, soit ah, Insta ou après euh, Telegram. de manière générale, kiné et coach. Ouais, kiné coach. Ok. Après, il y a du monsieur et madame tout le monde, mais et c'est assez volontaire de ma part, même si j'ai simplifié ces dernières semaines, mais j'ai un vocabulaire légèrement plus poussé, un peu moins, je vais dire, c'est quoi le terme? De vulgarisation, un peu moins vulgarisé que les autres, mais c'est volontaire, c'est parce que tout simplement, je m'adressais à un public un peu plus professionnel, c'est tout. Après, j'ai du monsieur et madame tout le monde qui recherchent, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà écrit, qui recherchent des termes que je dis, etc. Donc c'est cool, mais mon public visé, c'est surtout les professionnels, quoi. Ok. Et du coup, tu as construit quoi? Des plans de formation? Il y a du online, il y a du physique, c'est ça? En termes de formation, de contenu? Ouais, à l'heure actuelle, donc à la base, moi, j'ai commencé. Quand j'ai ouvert ma société, pourquoi j'ai ouvert ma société? J'avais pas encore mon site internet. Je donnais pas mal de formations chez Calif. C'est un organisme de formation en kinésithérapie du sport où je donnais beaucoup de formations. Et puis après, j'ai décidé de faire les miennes. Et donc à l'heure actuelle, chez Calif, il y a encore juste quelques e-learning et ma formation sur l'épaule, Shoulder 2.0, qui est en présentiel. Le reste, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps Ok. et parce que je voulais aussi développer ma société à moi. Et donc ça, c'est la partie chez Calif. Et en parallèle, du coup, moi, je donne en présentiel, je donne la formation qui s'appelle Athletic Move, niveau 1 et niveau 2. Et je donne, par exemple, là, je suis allé en Suisse, il y en a qui me demandent des formations sur mesure, où je donnais 3 jours de formation sur mesure. Donc, ça m'arrive de donner des formations sur mesure. C'est pas mis sur le site, mais j'ai de temps en temps des demandes sur ça. Et en parallèle, du coup, ce que j'avais fait, j'avais filmé aussi le niveau 1 d'Athletic Move, en grosse partie à 60-70%, que j'ai mis en e-learning. Euh, Ça, et en parallèle, j'ai fait quelques autres formations sur des tendinopathies, sur du travail gymnique aux anneaux. Et là, j'ai d'autres formations sur le LCA aussi. On a fait avec mon collègue, une grosse formation sur la prise en charge du ligament croisé antérieur. Et en parallèle, là, voilà, c'est quand? La semaine de l'ascension, euh, avec mon collègue, on va filmer une nouvelle formation qui va arriver rapidement, là. Ok. Et pour les coachs qui nous écoutent, là, c'est quoi les programmes de formation qui sont intéressants pour ce public, pour les personal trainers ou autres? Pour les coachs, bah, le mieux, c'est ce que j'appelle le pack premium. En gros, c'est ce qui a été filmé du niveau 1 d'Athletic Move, où en gros, il y a 5 journées, mobilité en jour 1, stabilité articulaire en jour 2, développement de la force en jour 3, jour 4, gainage et respiration. Et il y a eu d'ailleurs l'ajout de l'intervention de Sean de Upside Strength qui a été rajouté. Et le vendredi, motricité au sol. Et du coup, ça, c'est vraiment bien parce que en gros, ça te donne quand même un très, très gros bilan en termes de mobilité, comment évaluer aussi la stabilité articulaire. Et après, tu peux te faire un énorme screening. Et ce que je leur explique quand je les ai aussi en séminaire, c'est que ça augmente la qualité du service et du coup, si ta qualité du service augmente derrière, bah, tu pourras demander aussi plus cher. Mhm. Excellent, excellent. Euh, c'est quoi ta vision? Alors, tu nous as parlé de la partie kiné, ta vision sur du coup la prépa physique, le coaching ou autre par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vois, toi? Sur le métier, tu veux dire? Ouais, sur le métier. Euh, Bah là, actuellement, ce qui se dessine globalement, on va dire, il y aurait trois types, ouais, on va dire trois, quatre types de métiers différents. Euh,
il y a le gros boom en ce moment qu'on a parlé avant des préparateurs physiques online. Mais par contre, je tiens quand même à garder cette alarme parce qu'ils ont l'expérience et le retour suffisant. Il y a le préparateur, on va dire, hybride entre présentiel et online. Il y a les préparateurs physiques de club, on va dire. Et il y a les personal trainers, donc 100% en présentiel. Et après, il y a un autre type de préparateur physique. Actuellement, je pense que ça doit être un des seuls. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. C'est même très bien. C'est Fred Marcerou, tu dois le connaître, Ouais. de Coaching Club. Donc, Fred, il a monté sa boîte là. Donc, il est parti de Bordeaux et du coup, il a ouvert son lab, comme il l'appelle, où en gros, il a fait, je sais pas s'il l'a construit exactement ou s'il a acheté une maison en campagne, mais il a tout son studio chez lui. Il reçoit des gens, il fait des tests avec eux. Il a monté sa plateforme d'éducation et il travaille pour plusieurs clubs de rugby sur de la programmation. Et c'est une autre approche qui est aussi intéressante, je trouve. Ouais, ça c'est un peu on en voit beaucoup. Alors dans notre, on va dire dans notre métier, mais de manière générale au niveau de l'entrepreneur, moi, j'aime beaucoup le côté un peu solopreneur. Tu vois, tu as ton truc, tu es chez toi, tu as ton écosystème et tu développes du business en physique ou du coup en ligne avec la partie hybride. Je trouve que ouais, c'est des concepts qu'on ne voyait pas avant et qui sont en train C'est ça. d'émerger et c'est intéressant, ouais, c'est Bah, tu intéressant. vois, la semaine prochaine, je déménage et à la maison, on a un double garage. Et tout le double garage, en fait, je vais faire, ça sera mon home gym et mon studio pour filmer les formations. Parfois, je reçois des athlètes pro et du coup, on ira là, ça évitera d'être au cabinet, ce genre de choses, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Et Et par contre, tu vois, je m'entends bien, je sais pas si tu le connais, Nicolas Di Paoli. non. The Motion Guy sur Instagram. Ah, ok, oui. Nico, lui, tu vois, par contre, lui, il s'est expatrié et en fait, ça fait longtemps aussi, je m'étais formé avec Real Movement Project à l'époque, avec Keegan Smith. Mhm. Et, du coup, Keegan Smith a monté Uncommon Success, je crois, de mémoire. Et Nico, il bosse avec lui. Et là, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est vraiment un truc, on va dire mondial, c'est que ils montent ils appellent ça des lodges ou des mini-villages. Alors, ça dépend. Par exemple, en France, c'est pas faisable hein, parce que au niveau de législation, c'est impossible en France. Mais des sortes de lodges ou de villages autonomes dans lesquels tu vas pouvoir développer ton business, développer ton entraînement et un mode de vie différent, quoi. Et Nico, il a commencé sur ça aussi à Bali, dans les montagnes, j'ai vu. Donc voilà, il y a différentes approches. Ouais, ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec un petit peu de réflexion et tout, on peut vraiment se créer son propre écosystème, quoi. C'est ça. Comment toi, Fred, tu fais pour être productif? Parce que Bon, tu fais plein de choses. Comment tu arrives à gérer ton activité professionnelle? Tu as une petite de 8 mois et je sais ce que c'est parce que j'ai un petit garçon de 3 ans, ça prend du temps. c'est Comment ça. tu fais? Euh, alors, ma tête, c'est une usine à gaz. Euh, on va plutôt dire ça comme ça. Ça tourne tout le temps, donc c'est pour ça que je dors mal aussi. Euh, comment je fais? Comment je fais? En fait, euh, on va parler avant Elena et après il y aura un post-Elena. Avant Elena, par exemple, il y a quelque chose que j'utilisais beaucoup là, que j'avais partagé sur Telegram et qui m'ouvrait pas mal de réflexions. C'est Cooper et Imprint. Je sais pas si tu Mhm. connais. Uber, oui, mais pas l'autre. Imprint, c'est Cooper, mais en version anglo-saxonne. Ok. Et sur l'apprentissage, c'est euh, c'est plutôt bien pensé parce que
C'est uniquement des sortes de dessins super bien faits pour améliorer la mémorisation. Sous Donc, forme de mind map? Non? Non, rien à voir? non, pas tout Non? à fait non plus, mais OK. en gros, c'est un peu comme Cooper, donc j'ai juste expliqué quand même ce que c'est Cooper. Cooper, c'est des résumés de livres audio, et Imprint, c'est des résumés didactiques, enfin, qui ont été vraiment illustrés avec des phrases clés pour mémoriser beaucoup plus facilement. OK. Et donc, ça m'arrive encore, mais j'y allais tous les jours avant dessus et ça m'ouvrait pas mal de réflexions sur ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'avais Audible, que j'ai arrêté parce que j'ai plus du tout le temps. Mais c'est vraiment bien parce qu'on peut. L'avantage d'Audible, donc c'est des livres audio, c'est qu'on peut accélérer la vitesse et quand on n'a pas énormément de temps, ça permet d'écouter un livre avec une vitesse un peu plus élevée. On peut prendre des notes, etc. Il y en a qui utilisent, je l'utilise de temps en temps, surtout quand je lis, par exemple, pour lire les études, moi je vais sur Google Scholar beaucoup. Mmh. Du coup, souvent j'ouvre, j'ai Mind Map, je crois que ça s'appelle, ou Mind Note peut-être, euh, pour faire une mind map, pour pouvoir mettre mes idées dessus. Euh, Après, sur la productivité, il y a quelque chose que j'ai énormément constaté, et ça, c'est avec Elena, c'est que pendant le congé paternité, je marchais tous les jours en nature avec elle. Je prenais le porte-bébé ou la poussette et je partais pendant 2 heures marcher. Et le fait de marcher, ça crée, ça a été montré, hein, ça crée vraiment des connexions pour améliorer la productivité et les réflexions. Et je le vois aussi, là, j'y vais plus parce que je pouvais plus, mais à un moment donné, j'allais tous les jours au cabinet en vélo. Et le simple fait, c'est différent de la voiture, hein. Mmh. Le simple fait d'être à l'air libre, en nature, etc., ça te crée plus de connexions au niveau neuronal, ça a été montré. Et vraiment, hein, je l'ai vraiment senti, c'est quelque chose qui booste vraiment la productivité. Et donc, si on parle en termes de hack, vraiment partir marcher, juste parfois même, pas besoin de musique, hein, juste comme ça permet de tout simplement d'activer des processus au niveau cortical. Et j'écoute beaucoup de podcasts. Ça fait pas mal réfléchir aussi. Et après, Est-ce que justement tu pourrais nous partager, voilà, podcast, livre, qu'est-ce que tu écoutes ou que tu as lu? euh, sur les podcasts, j'écoute quoi en ce moment? Bah, il y a les tiens, il y a ceux de, euh, il y a Limitless que j'écoute de temps en temps aussi. Il y a ceux de Rudy Koya. Ouais. Il en a plusieurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi? Ouais, il y en a deux, trois autres, mais là, je les ai plus en tête. C'est des podcasts anglo-saxons, je les ai plus en tête exactement les titres. Ils sont OK. enregistrés et du Ouais. coup, j'ai juste à passer. Et en termes de livres, qu'est-ce que j'ai en ce moment que j'ai lu? Attends, je regarde vite ma bibliothèque. Oui, j'ai relu il y a pas longtemps le livre de Timothy Ferris, 4 Hour Week. Ouais. Même si c'est un peu dépassé, il y a certaines choses qui sont quand même intéressantes à prendre en compte dessus. Et j'ai relu aussi il y a pas longtemps un ou deux bouquins de Nicolas Nassim Taleb, Antifragile les signes Ouais, il noirs. faut il faut les relire ceux-là parce qu'il y a des fois, Ouais, il faut les imprégner, on va dire. ouais, exactement. Tu vas aller où toi, Fred? C'est quoi ton ambition et ta vision? Euh, En vérité, j'en sais rien. Euh, Là, tu vois, on change de maison. Je vais construire mon studio de coaching en bas. J'ai ma SAS, j'ai engagé Mélanie. Du coup, elle a quitté son travail. Donc, en termes de là où je vais, c'est un peu, entre guillemets, l'inconnu et j'y vais. Parce que, bah, tu vois, on a fait le choix qu'elle quitte son travail. Donc, c'est moi qui vais assurer les deux salaires de la maison.
parce que je tenais à ce qu'elle soit payée, parce qu'il faut qu'elle soit protégée. Ça, c'est important. Euh, j'ai ma fille, c'est compliqué. Alors, autant tu m'aurais posé cette question il y a 2, 3 ans, je crois que j'aurais été plus clair. Mais avec le monde actuel, c'est un peu compliqué, je t'avoue, de se projeter. Si je devais donner une réponse, ça serait, je pense, je continue à développer ma boîte et je diminue la part du cabinet, voire je travaille plus que 1 ou 2 jours au cabinet en trouvant un compromis avec sur ma façon de travailler et je développe vraiment ma boîte. Donc, ça serait quelque chose comme ça. Et idéalement, je travaille vraiment beaucoup et j'aimerais pouvoir avoir plus de temps pour ma fille et avoir un meilleur compromis de vie, ça serait bien. Donc, je dirais, ça serait bien que d'ici 5 ans, j'arrive à travailler un peu moins pour pouvoir profiter tout simplement un peu plus de ma famille et d'avoir quelque chose qui ressemble à 1 ou 2 jours au cabinet et 3 jours sur ma boîte et manager comme ça et avec mes formations, ça serait déjà pas mal. Et ta partie, tout ce qui est business, entrepreneuriat, tu l'as appris sur le tas? Tu as de la famille, des amis qui t'ont épaulé par rapport à ça, ou devant le fait accompli, tu as justement… J'ai appris tout seul Oui, parce ok. que mon père, il était artisan à un moment donné, mais franchement, non. En plus, je suis à 1 000 bornes de chez mes parents, donc j'ai pas pu vraiment demander de renseignements à mes parents. Euh, j'ai appris vraiment tout seul. Je suis remonté, je suis allé voir des comptables, j'ai discuté avec des gens, etc. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis à un moment donné, il faut pas trop non plus trop réfléchir et il faut se lancer, quoi. Qu'est-ce qu'on risque? Pas C'est quoi, grand-chose. ton échec préféré? Mon échec préféré? Euh, Celui qui t'a permis de grandir, ou en tout cas de prendre conscience peut-être de certaines choses qui t'ont fait que tu as passé un cap. euh, Tu n'as peut-être pas d'échec préféré, hein. euh, je t'avoue, j'ai jamais réfléchi à cette question. J'ai pas eu, enfin, en toute modestie, j'ai pas eu de trop gros échecs. Donc, euh, mes échecs préférés, si on pourrait dire, ça serait peut-être mes blessures, parce que ça m'a fait analyser un peu pourquoi j'en étais arrivé là, quelle solution s'offrait à moi pour remédier à cela, qui je peux Surtout que contacter. en tant que sportif, tu n'as pas trouvé aussi de professionnels pour t'épauler sur C'est ces ça. problématiques Donc de ça, blessures. ça peut être aussi vu comme un échec d'avoir trouvé personne à l'époque pour m'aider plus. Et du coup, derrière, ça m'a fait plus réfléchir. On pourrait dire ça. Mais non, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas eu de très gros échecs, donc là, comme ça, j'ai pas de réponse. Tant mieux pour toi. Super. Bon, en tout cas, merci de ton partage. Je vois que l'heure tourne et je veux pas te… Voilà. Merci pour tout. C'était super inspirant. Où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui veulent en savoir plus, qui sont intéressés pour tes formations ou autres? Où est-ce qu'on peut te Ouais, contacter? essentiellement sur Instagram, Real Physio. Il y a aussi mon site internet praxeoconsulting.fr et sur ma page Instagram, en attaché, il y a mon canal Telegram. Ils ont juste il y a le QR code ou alors dans mon Linktree et il y a sur Telegram aussi. Ok. Ben, en tout cas, merci Fred, merci tout le monde. Pensez à me mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire à Fred, ce serait super cool. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain invité la semaine prochaine. Merci Fred. Merci à toi Andy et merci à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché,
www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.